Ah bon. Bon, bah moi, je vais attaquer par une petite anecdote. Après le premier procès, donc, celui qui avait condamné à perpétuité déjà l'assassin d'Agnès, nous rencontrons une magistrate à Paris, dans un bistrot. Et nous discutons de choses et d'autres, de la justice des mineurs, bien sûr, puisque ça nous intéressait. Et à un moment donné, quand même un peu agacé, je lui dis, mais enfin, selon vous, que faisait ce violeur, quand même coupable d'actes très graves, que faisait-il dans un internat où il y avait 30 filles? Alors, est-ce qu'on aurait... Bon, la question est simple. Et elle me répond, du tac au tac, elle me regarde et elle me répond, mais elle, qu'est-ce qu'elle faisait là? Je n'ai rien répondu parce que je lui aurais sauté aux yeux, mais vous voyez, c'est quand même un état d'esprit de certains qui pensent que, à partir du moment où on a un mineur, au fond, la victime et l'assassin, là, il n'était pas encore un assassin quand on l'a sorti de prison, mais il ne serait peut-être pas devenu un assassin. Et là, je vais quand même poser un problème. Nous avons eu un procès pour les deux victimes. La première qui a survécu, la seconde qui n'a pas survécu. Et probablement, Agnès est morte parce que la justice n'a pas traité de bout en bout le violeur de la première victime. C'est une histoire, quand on la regarde et qu'on voit tout ce qui s'est passé, c'est assez saisissant parce qu'il y a eu une série de fautes. Bon, le garçon est arrêté juste après le viol de la première victime. Ils se sont donc séparés et il lui a fait promettre qu'elle reviendrait et elle a juré qu'elle ne dirait rien. De toute façon, à sa place, on en aurait fait autant. Donc, elle court chez sa mère en pleurs, elle raconte tout et sa mère, évidemment, l'emmène immédiatement, avec l'aide de voisins, etc., devant les gendarmes. Et là, et bien sûr, immédiatement, les gendarmes vont au domicile du criminel, car c'est un crime, et l'arrêtent. Et il va en tôle. Et à ce moment-là, ce qu'a raconté Armelle, le père intervient, et il y a une négociation. Si vous parvenez si vous mettez votre fils dans un internat qui ne soit pas dans le même département que la victime, bon, tout ira bien. Et il s'emploie à trouver cet établissement qu'il finit par trouver. Alors, le garçon reste 4 mois en prison. Et pendant ces 4 mois, c'est un type quand même assez particulier. Il fulmine. Il est rempli de haine contre tout le monde, et en particulier contre la jeune fille. La jeune fille qui a osé le dénoncer, qui a osé le trahir. Il considère ça comme une trahison. Et il est fou furieux. Et il est humilié, car il a une très haute idée de lui-même, fou furieux de se retrouver en tôle comme un vulgaire. Bon, voilà. Pour lui, c'est l'humiliation suprême. Et pendant 4 mois, il mitonne ça. Et ça, je l'ai entendu quasiment à travers tout ce qu'il a raconté, car c'était pathétique, extraordinaire de l'entendre. Au début, il parlait peu, et petit à petit, on entendait ce qu'il... Il a dit qu'il haïssait sa première victime, il la haïssait. Et cette jeune fille était une petite copine de classe, ils habitaient le même village, et elle était adorable avec lui. Elle le recevait chez lui,
c'est un garçon qui était dyslexique, machin. Bon, il avait toutes sortes de difficultés. Mais il était parfaitement normal, parfaitement intelligent. Il a fait des études normales, simplement il avait des problèmes. Et comme d'habitude, dans ces cas-là, les copains ne sont pas tendres. Les copains et les copines riaient de temps en temps parce qu'ils n'arrivaient pas à écrire assez vite, parce que, voilà. Il a conçu ce premier viol parce qu'il avait horreur de cette fille qui était gentille. Ça existe, les gens qui détestent. Je les comparais à un trou noir qui bouffe les étoiles. C'est ça. Il ne supportait pas la lumière. C'était un garçon de la nuit. Et il a haï, donc, d'autant plus sa première victime qu'elle avait osé le trahir, le dénoncer. Et donc, à partir de ce moment où il est sorti, il s'est dit « Maintenant, je vais pouvoir me venger ». Mais il ne pouvait pas se venger d'elle parce qu'il était interdit de l'approcher. Et de toute façon, il se retrouvait dans les mêmes conditions où il s'était retrouvé la première fois, c'est-à-dire un village et une forêt. C'est dans la forêt qu'il avait violé la première, dans une clairière un peu isolée où personne ne passait, enfin très rarement. Et donc là, il a eu ce qu'il voulait. Il y avait les plus jeunes des pensionnaires. La plus jeune, c'était ma petite fille. Elle n'avait pas encore 14 ans. Elle avait 13 ans. Quand elle est entrée, elle avait 13 ans et demi. Elle était en 4e, donc ça commençait à la 4e. Et il y avait 2 autres ou 3 autres filles qui étaient à peine plus âgées qu'elle. Donc c'était un internat, une pension, donc, qui commençait à cet âge-là. Et lui, normalement, bon, il est entré en première, donc il avait fait des études normales, mais il nourrissait toujours le projet de faire un coup, je crois, à ses yeux, ça le rendait un héros. Il faut vous dire que Orange Mécanique était son film favori, enfin l'un de ses films favoris, ce qui, évidemment, vous classe un peu, vous donne un peu une idée. Et donc, pendant il n'a pas fait attention à Agnès au début, et à la rentrée de septembre, il a commencé à tourner autour des jeunes, ce qu'on appelait les jeunes, donc 4e, 3e, et à se mettre avec eux, à aller au bistrot avec eux. Il faut dire que comment dirais-je, la pension était libérale, nous dirons. Hein. Il y circulait de la drogue, les dortoirs, les chambres étaient accessibles à tous, pour tout le monde. Il y avait un déficit de gens pour s'occuper de tout ça. Les finances de cette pension étaient des plus maigres. C'est-à-dire qu'ils étaient couverts de dettes, pour dire la vérité, et il manquait de clients. Voilà. Et ils ont été bien contents d'avoir ce client-là. Et malgré les... il a 3 fois, il a fait des actions, dont faire rentrer de l'alcool ou des trucs comme ça, qui auraient justifié un renvoi. Il a eu 3 avertissements, mais on l'a gardé. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est que sa petite amie, car il avait une maîtresse attitrée dans la pension, ça vous donne une idée quand même de ce qui se passait. Il s'est retrouvé tout seul à la rentrée, et là, il a vraiment commencé, les témoignages des gamins, des amis d'Agnès à la pension ont été très clairs. Il a fait le siège ce qu'on appelait les jeunes, et il s'est insinué jusqu'à ce qu'il soit un familier, en quelque sorte, une espèce de grand frère, en quelque sorte,
pour les jeunes filles et garçons qui étaient là. Et puis un jour, Agnès est partie avec lui dans la forêt et elle n'est pas revenue. Sous prétexte, effectivement, d'aller chercher des champignons hallucinogènes. C'était... bon, à cet âge-là, on a un peu la tête tournée, donc on vendrait ça, on ferait un peu d'argent, je ne sais quoi. Enfin, c'était une histoire. Agnès, heureusement, s'était confiée à une amie, et Agnès a eu le temps avant de mourir, sous 17 coups de couteau, elle a eu le temps de le griffer au visage, et ça l'a dénoncé. Ça, c'est merveilleux. Mais enfin, bon, moi, je me suis quand même posé des questions. Comment est-ce qu'on a sorti de prison? Alors, il a eu la prison qui l'a pourri, encore plus qu'il n'était, et ensuite, la liberté qui lui a permis de recommencer. Là, il y a quand même une suite d'erreurs, mais disons de fautes quand même, fantastiques, qui ont abouti à une tragédie dont nous ne relèverons pas, évidemment, mais à la mort d'une fille, d'une jeune fille adorable, jolie, qui adorait la vie, qui était gentille en plus. Comme l'a dit Maître Spinner, notre avocat, les deux jeunes filles auxquelles il s'est attaqué, c'était des lumières, et lui, c'était la nuit, c'était là. Voilà, c'est terrible. Alors, encore une question, donc, que je retrouve. Oui, pourquoi quand on l'a sorti de prison, pourquoi la première partie civile, donc la famille de la première victime, et son avocate n'ont pas protesté quand on a sorti Mathieu de prison? Pourquoi ils n'ont pas protesté? Est-ce qu'ils en avaient le droit? Est-ce qu'ils pouvaient intervenir en disant, après ce qu'il a fait à ma cliente, l'avocate, est-ce que vous le sortez et vous le mettez? Ça, c'est quand même une question que j'ai d'ailleurs posée à l'avocate au cours des procès, et elle ne m'a pas vraiment répondu. Bon. Alors, pourquoi la victime qui est morte n'a plus de droit? Nous n'avions pas, comment dirais-je, évidemment, celle qui a survécu, elle a longuement parlé de ce qu'elle a subi. C'est normal, et Agnès n'était pas là pour le faire. Mais, par exemple, pour demander le huis clos ou le refuser, elle avait une voix prépondérante. Elle avait une voix prépondérante pour beaucoup de choses, parce qu'elle était là, parce que la morte, au fond, elle est rayée de la carte, rayée de l'état civil, rayée des citoyens. Voilà, c'est une victime, d'accord, mais comme dit Maître Dupond-Moretti, les victimes, c'est pas fait pour eux qu'ils aillent se plaindre ailleurs. C'est un peu ce qu'il raconte dans ses bouquins. Voilà, donc... alors, la dernière question... Oui, quand vous êtes à la cour d'assises, alors ça c'est une question... les parties civiles, on a l'impression que effectivement les victimes, c'est un peu enquiquinant. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter celui qui est là, dans le box des accusés, celui ou celle, et on a l'impression que c'est au fond, ils jouent un peu les stars à certains moments, et c'est un peu pénible pour ceux qui sont là, cloués sur leur banc, avec mal dans le dos et mal partout, parce que c'était affreusement dur. Et 4 semaines comme ça, je peux vous dire que... enfin, pas 2 semaines de suite et plus 2 semaines de suite. Bon, quand vous abordez le deuxième procès, vous vous dites, ouh là là, quand je vais en sortir, comment? On est sorti un peu moins mal, d'ailleurs, parce qu'on avait des chaises au lieu de bancs. C'était un peu meilleur. Mais vous avez l'impression quand même que vous devez pas ouvrir la bouche. Et à la fin du procès, on vous dit...
vous avez le droit d'aller devant la cour pour la première fois, juste avant le verdict, enfin juste avant les plaidoiries, mais surtout ne parler de rien d'autre que d'Agnès. Et de préférence pleurer. Oui, bon, vous n'avez pas le droit de faire autre chose. Alors, on a un peu débordé, hein. Mais quand même, c'est saisissant. Vous avez la victime, elle doit pleurer, elle ne peut pas réclamer, elle ne peut pas dire eh ben, non, vous avez tort, enfin vous avez fait ça et ça qui ne va pas. Non, vous êtes juste là pour pleurer et après pour rentrer chez vous et ce qu'on appelle d'une façon qui me hérisse, faire son deuil. Ah, que c'est beau. Voilà. Merci.